rencontre qui nous fait plaisir ce mardi 9 novembre 2021 ici sur le plateau de FHP Direct à l'invitation de Lamine Gharbi. Bonjour Lamine Gharbi, vous êtes le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Et évidemment à Santexpo. Et alors nous avons un plaisir parce que nous recevons Marie-Sophie Dessol et vous êtes la présidente de la FEAP. Comment va la FEAP? Bonjour, merci de m'inviter sur ce plateau. Merci à Lamine Gharbi de permettre cet échange. Bon, écoutez, la FEAP va bien. La FEAP va bien, comme l'ensemble des fédérations. Et comme l'ensemble des fédérations, nous sommes un peu occupés. Nous avons un certain nombre de thématiques qui nous préoccupent. Et en premier, la thématique de l'attractivité du personnel et comment on a les professionnels pour pouvoir répondre. Et puis, comme nous sommes des fédérations au niveau national, nous sommes également très occupés par l'ensemble des réformes qui se multiplient aujourd'hui parce que même avec l'épidémie Covid, les réformes se poursuivent et les réformes nous mobilisent. Marie-Sophie Dessol, sur une longue période, comment évoluent vos établissements? Est-ce qu'on peut tirer une sorte de avoir comme ça, en quelques instants, une photographie de ce que ces établissements privés à but non lucratif, à la fois présents dans le sanitaire, mais beaucoup dans le médico-social et le social. Est-ce qu'on peut avoir une sorte de petite géographie, hein? Faisons un peu de pédagogie avant de parler politique, si vous le voulez bien. Alors, en termes de pédagogie, nous parlons aujourd'hui des établissements privés solidaires. Parce que finalement, nous trouvions que se définir par du négatif, c'était quand même pas génial. Donc, nos établissements privés solidaires, mais que voulez-vous, dans le secteur sanitaire, c'est quand même pas aujourd'hui là où on se développe. Donc nous avons une certaine stabilité de nos établissements sanitaires, que ce soit en MCO, en soins de suite, en psychiatrie, mais également les centres de santé. Donc nous avons la dialyse, l'HAD, enfin on a l'ensemble du champ. Et puis bien évidemment, nous nous développons sur l'ensemble du champ médico-social, que ce soit concernant les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, et puis tout le champ social de la précarité, tant côté adultes et enfants, sans oublier nos instituts de formation. Donc vous voyez, on a l'ensemble du champ santé et nous sommes présents sur l'ensemble du territoire, y compris outre-mer, avec un développement, juste un petit clin d'œil, à Mayotte, parce que là où il y a de vrais besoins de santé, nous sommes également présents. Et on peut considérer également, enfin vous considérez que dans tous les secteurs, vous avez des problèmes de recrutement, d'attractivité, enfin, pour reprendre votre première analyse sur la santé de vos structures? Alors, je dirais globalement oui. Et c'est sur l'ensemble des professionnels. Donc je ne cible pas que les professionnels soignants. On a également des difficultés de recrutement chez les éducateurs, chez tous celles et ceux qui accompagnent les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et en même temps, on a des différences en fonction des régions. Il y a des régions qui sont plus ou moins en difficulté en termes de recrutement. Et d'une certaine manière, on a même des assez grandes différences en fonction des structures elles-mêmes. C'est-à-dire que, assez curieusement, et ça serait d'ailleurs pas inintéressant de voir ce qui explique cela, je ne sais pas si chez Lamine c'est la même chose, mais il y a des structures qui globalement réussissent à attirer et à recruter, et puis il y en a d'autres qui sont en plus grande difficulté, sans qu'on puisse toujours complètement expliquer le pourquoi de la chose. Vous avez une opinion, une typologie de ces établissements qui attirent et ceux qui attirent moins? Les établissements isolés, excentrés, ça devient de plus en plus difficile. Si on n'est pas dans un groupe, dans une filière de soins, on a des grandes difficultés. Mais je voudrais saluer la similitude entre nos fédérations. Entreprise à mission, c'est ce que nous voulons, entreprise solidaire, la FEAP. Donc moi j'ai peut-être une ambition politique, c'est qu'un jour, nous soyons une confédération. Parce que nous sommes privés tous les deux, un à but lucratif, mais de moins en moins, l'autre à but non lucratif, mais dégageant des excédents tout de même quelquefois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. On a des conventions collectives que l'on pourrait uniformiser. Ça éviterait peut-être de perdre du temps
avec le dialogue social de chaque côté, parce qu'on le voit bien qu'aujourd'hui c'est compliqué le dialogue, malgré les milliards qui sont donnés, malgré les revalorisations de nos soignants et non-soignants, parce que l'ensemble de la filière a été revalorisé. Vous avez des difficultés, on en a aussi, peut-être s'unir un peu plus, formaliser, je dirais, ce que nous faisons tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un courrier pratiquement qui part au ministre de la Santé sans qu'il y ait une co-signature avec Unicancer, l'HAD. Oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas une richesse d'être peut-être plusieurs acteurs On devient, je pense, de plus en plus isolé. La fédération est constituée d'établissements indépendants, mais de groupes. Et aujourd'hui, c'est vrai, les groupes, les 5 majors, comme je le dis avec humour, représentent 70 à 80% d'établissements, du moins en termes de chiffre d'affaires et de volume d'établissements. Il y a beaucoup d'établissements indépendants en psychiatrie et en soins de suite, mais le MCO, c'est pratiquement 80 à 90% de groupes nationaux qui sont organisés et qui font partie de la fédération. Donc c'est une richesse. Mais on est de plus en plus pauvre en nombre d'établissements. Nombre d'établissements ou de personnel? Le personnel, il nous manque 8 à 10% d'infirmières. Et chez vous, par exemple, il y a des analyses de ce type? Oui, on est à peu près du même, on est à peu près du même ordre. Mais est-ce que alors c'est vrai, peut-être pour rebondir Allez-y. sur ce que vient de dire Lamine, nous actuellement, on a déjà une préoccupation qui est de se regrouper dans le cadre du secteur privé à but non lucratif. Parce que si on raisonne par exemple en convention collective, nous avons déjà, outre la FEAP qui a une convention collective, il y a Nexem avec la convention 66, il y a la Croix-Rouge, il y a Unicancer, et on a déjà un enjeu qui est, j'allais dire, de se regrouper autour d'une logique de convention, de convention collective. Et je ne sais pas si Lamine a déjà géré ce genre de choses, mais c'est quand même pas d'une simplicité enfantine, hein, on est tous d'accord avec ça. Et donc on lance, j'avais déjà cette démarche de regroupement autour de notre secteur non lucratif. Mais j'entends bien l'appel de Lamine, parce que le fait est que voilà, plus on joue groupé, plus on est fort, quoi, je veux dire. Hein. Donc, j'allais dire, c'est pas une fin de non-recevoir, c'est sans doute quelque chose à envisager dans des calendriers un peu longs. Tu sais, on a déjà, Marie-Sophie, une convention collective avec le CINERPA. Bien sûr, ce sont des établissements à but privé, à but lucratif, mais ce ne sont pas les mêmes enjeux. Et on arrive, je dirais, à fonctionner, à partager et surtout à être ensemble. Je pense que l'union, aujourd'hui, de la santé est primordiale. Au-delà, bien sûr, on le sait qu'il y a des problèmes de personnes toujours, mais au-delà de ces personnes, il faut évoluer, je pense, et réfléchir. Avant, dans quelques mois maintenant, courts mois, la reine des batailles électorales, il faut avoir des idées simples, des idées claires. Enfin, en tout cas, les candidats vont les avoir. Avant d'en venir à vos propres propositions, dans le diagnostic, vous commencez à évoquer les différents secteurs. Qu'est-ce que c'est qui, dans le fond, va plutôt pas mal, où on voit des objectifs, et qu'est-ce que c'est qui vraiment nécessiterait une attention particulière? Alors, je vous cite quelques secteurs, la psychiatrie par exemple. Vous avez parlé tout à l'heure dans un autre entretien du service du SSR, les services de suite. Est-ce qu'on peut peut-être repréciser les choses? Peut-être vous avez une grosse présence dans les centres de santé, le médico-social, notamment au travers des grands enjeux du vieillissement. Essayez de nous balayer comme ça rapidement les quelques secteurs. Alors, rapidement, la psychiatrie est en difficulté, globalement. La psychiatrie est en difficulté, la pédopsychiatrie est en difficulté. Et là, on a une problématique qui est de niveau d'offre par rapport à la réalité des besoins de santé d'une population. C'est évident et c'est vrai pour l'ensemble du champ, qu'il soit public, privé solidaire ou privé à but lucratif. Qu'est-ce que c'est le mal terrible? C'est le recrutement, mais c'est aussi la qualité de la formation. Non, c'est d'abord le fait d'avoir des professionnels formés à la psychiatrie et à la santé mentale présents sur l'ensemble des territoires. Et en nombre, suffisant. Médecins, psychiatres. Médecins, infirmiers également, formés spécialement à la psychiatrie, et avec une difficulté également dans un certain nombre de secteurs sur le nombre de lits. Parce que nous avons fermé
beaucoup de lits et il y a des secteurs, notamment en pédopsychiatrie, notamment pour les adolescents, où nous n'avons pas suffisamment de lits pour répondre aux besoins de ces adolescents en souffrance. Donc ça, c'est la psychiatrie. Adolescents et enfants. Et enfants. Mais c'est quand même souvent, la question se pose souvent à partir de 13. Alors on va prendre secteur par secteur, 13, si vous le voulez bien. Vous avez les mêmes problèmes en psychiatrie? On a une réflexion aujourd'hui autour de la psychiatrie qui est majeure, c'est-à-dire c'est la réforme du financement. D'un côté, vous avez les hôpitaux publics qui sont sous dotation globale et nous qui sommes tarifés au prix de journée. Le prix de journée a ses limites, il y a des inégalités territoriales qu'il faut corriger. Mais ce que nous propose notre ministre aujourd'hui, c'est au 1er janvier de basculer vers un budget global, comme l'hôpital public, en attendant une réforme qui va arriver en 2023. Donc on dit non, on s'oppose, si vous voulez, à ce carcan qui serait imposé au 1er janvier et qui annihilerait Pourquoi vous le voyez comme un carcan et pas plutôt comme une opportunité? Parce qu'on ne pourrait plus se développer sur 2022, c'est-à-dire les effets champ et les effets volume. Les effets champ, c'est les créations de services, les effets volume, c'est l'activité, seraient bloqués sur 2022. Parce que dans la FEAP, les établissements sont, de ce point de vue-là aussi, ne sont pas nécessairement sur enveloppe, si? Si. Nous sommes sur enveloppe comme l'hôpital public. Donc, en l'occurrence, nous sommes plutôt favorables à cette démarche-là, parce qu'on souhaite effectivement que tout le monde soit sur la même ligne de départ pour permettre de pouvoir développer l'offre. Mais oui, ça n'étonnera pas la mine que je dise ça. Mais en 2022, il ne va rien se passer si ce n'est nous créer dans un immobilisme délétère. Par contre, nous sommes pour la réforme qui doit introduire différents compartiments, la qualité. Les quelques mesures que le gouvernement et donc Olivier Véran a annoncées pour la psychiatrie, elles vous paraissent acceptable, souhaitable, suffisante, insuffisante? On est en discussion et un petit peu en tension sur ce sujet. C'est pour ça qu'Olivier Véran, dans son discours face à la FHF, n'a parlé que de la psychiatrie publique. Parce qu'il sait que nous sommes opposés au passage à cette réforme. Non, mais est-ce que les mesures qui ont été annoncées, est-ce qu'elles seront suffisantes pour régler les problèmes? Elles vont dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est le renforcement des effectifs dans les secteurs, ça peut être la réouverture, de lits, c'est des engagements sur les questions de formation et de recherche, tout sujet qui montre effectivement un investissement en destination de la psychiatrie. Est-ce que ça va être suffisant? C'est une excellente question, mais on voit bien quand même qu'à la sortie, même si on n'est pas complètement sorti de cette épidémie de Covid, nous avons quand même globalement une souffrance psychique dans la population avec un nombre insuffisant de personnes en capacité d'y répondre. Alors effectivement, le ministre dit un psychiatre, ça se forme en 10 ans. Donc on ne va pas être capable tout de suite de répondre à ça. N'empêche que nous avons une urgence qui est comment on accompagne la souffrance psychologique aujourd'hui d'une grande partie de la population à la sortie de cette crise sanitaire majeure. Sur le plan territorial, et on passe à un autre secteur, mais sur le plan territorial, où c'est les grands manques? C'est dans quel coin de la France? En psychiatrie, oui. Vous voulez dire? Honnêtement, je crois que c'est à peu près partout. C'est vrai en région Île-de-France, mais à mon avis, c'est également pas mal vrai en région Pays de la Loire, que je connais pas mal, en région Bretagne. Donc, on a, j'allais dire, et puis dans tous les lieux où il y a une certaine précarité, une certaine paupérisation des personnes. Donc, les grandes villes sont particulièrement concernées, hors région. On regarde un autre secteur. Alors, les services de soins, les services de... Oui, nos fameux SSR qui également sont dans une logique de réforme, de tarification. Et là, on a obtenu, si vous voulez, qu'il y ait un report. Qu'il y ait un report sur 2022 pour que l'on ait le temps de modéliser les différents compartiments de tarification. Donc voilà, on est satisfait de ce report. Enfin, on l'espère parce que ça doit passer au Sénat aujourd'hui. Donc on manque anticiper. On manque de médecins, on manque de soignants dans ces établissements. Dans tous les secteurs, l'activité de médecine de chirurgie ayant diminué en 2020 et 2021, il y a eu un impact sur la rééducation et sur les soins de suite. Donc des activités de moins 10 à moins 15% sur l'année 2021. Aujourd'hui, on manque de médecins, bien sûr, on manque de soignants. C'est les mêmes problématiques sur les trois thématiques. Les mêmes analyses, Marie? Oui, alors nous n'étions pas forcément favorables au fait de le décaler d'une année, parce qu'on considérait que globalement, cette réforme de financement nous intéresse. C'est la même logique finalement que de la psychiatrie, hein, c'est-à-dire la possibilité de prendre en compte l'activité.
pour tout le monde, y compris pour le secteur public et privé solidaire. Bon, pour autant, c'est une réforme importante. Sans doute que tout le monde n'est pas prêt non plus à la mettre en œuvre. Donc s'il faut décaler d'1 an, ma foi, décalons d'1 an. La seule chose, c'est qu'on n'oublie pas l'ambition. Comment sera le monde des établissements de prise en charge de la vieillesse, des plus anciens, des aînés, à l'horizon de 10 ans après, puisqu'on parle de programme présidentiel de au moins 5 ans, 5 et à plus long terme, moyen et long terme? Avec tous les moyens qui sont mis, je dirais, sur la santé, on devrait y arriver à prendre en charge nos concitoyens et le vieillissement. Je ne suis pas forcément sans inquiet. grande loi quand même, sans grande loi. Oui, mais ce qui manquait, il y a assez de lois. Un des objectifs pour le prochain quinquennat, qui sera porté par la Fédération, c'est que le code de la santé publique soit réduit de 50% de ces mots. Il y a MOTS, il y a trop de mots. Voilà, il faut réduire oui, mais ça. enfin, on sait bien quand même, Lamine Garbi, qu'il y a des familles qui ont beaucoup de mal à financer les établissements pour médicaliser, pour notamment, enfin, les dernières étapes de la vie, pas nécessairement fin de vie. Il faut ouvrir l'aide sociale. Il faut qu'on ait accès à l'aide sociale. Ce n'est pas forcément le cas sur tout le territoire. Dans nos maisons de retraite privées, on ne peut pas toujours avoir l'aide sociale parce que c'est réservé à l'hôpital public. Donc là, il y a une dichotomie. On pourrait, nous, sur 5, 6, 7, 8 lits, ouvrir l'aide sociale. Et l'aide sociale, elle est solvabilisée à 100% par les ARS et les conseils départementaux. Donc oui, on veut rentrer aussi dans cette accessibilité. Alors, Marie-Sophie De Sol, qui est une grande spécialiste de ces sujets. Moi, ce qui me semble évident, c'est que les besoins et les attentes de la population ont déjà beaucoup changé concernant l'avancée en âge et que ça va avoir un impact important sur la réponse que nous avons à apporter collectivement. On le dit beaucoup, hein, les personnes, elles veulent vivre à domicile. Mais ça veut dire quoi en termes d'organisation pour vivre à domicile? On le dit également beaucoup, il faut donner des souplesses de réponse aux personnes. C'est-à-dire qu'un jour donné, vivre à domicile est possible, et puis arrive un élément X, l'aidant qui n'est plus là, la chute de la personne, et il faut être en capacité d'avoir une réponse, j'allais dire, rapide sur le territoire. Et donc il me semble que ce qui va changer de manière fondamentale, c'est qu'on va avoir tous la responsabilité sur un territoire donné d'une population qui est une population qui a un certain âge, plus de 60, plus de 80, peu importe l'âge, et que finalement, on se moque un peu du statut. C'est-à-dire, peu importe que l'acteur soit privé lucratif, privé solidaire ou public, on a une responsabilité de répondre et d'avoir une logique un peu de guichet unique pour être en capacité de répondre de manière réactive et souple à ces demandes de la population. Et donc ça veut dire, en parallèle aussi, sans doute revoir le fonctionnement même des EHPAD et donc avoir une réflexion plus EHPAD ressources, c'est-à-dire en fait en capacité de proposer toutes sortes de réponses plutôt qu'un modèle unique qui est de l'hébergement. Donc on a vraiment une responsabilité collective de proposer la souplesse. D'autant que le secteur a été à la fois, on a salué évidemment les efforts qui ont été faits, enfin le secteur a été aussi montré du doigt quand même pendant cette crise, avec évidemment des décisions qui ont été prises. Certains ont parlé même parfois d'enfermement, disons-le, hein, on est là dans une parole libre. Enfin, c'est un secteur qui a beaucoup... Enfin, c'est quand même un peu facile. Hein. Oui. C'est-à-dire la critique à destination des EHPAD et des professionnels qui interviennent au sein des EHPAD, moi, je l'ai trouvé un tout petit peu facile. C'est-à-dire qu'on se retrouvait quand même avec des professionnels à qui on n'a pas donné tout de suite l'ensemble des mesures de protection et de réponse pour adapter leur accompagnement. N'oublions pas que c'était également des professionnels qui étaient eux-mêmes impactés par cette épidémie dans le cadre de leur environnement personnel. Et moi, je voudrais surtout saluer l'engagement de ces professionnels qui ont tout fait pour
poursuivre leur accompagnement et essayer de maintenir une qualité d'accompagnement alors même qu'on leur demandait de modifier la vie collective en disant il faut que les personnes restent dans leur chambre, supprimer les visites, etc. Ils ont eu à gérer des situations particulièrement difficiles et donc moi je pense qu'on aurait plutôt intérêt à leur rendre hommage à leur dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Faisons-le, rendons-leur hommage. Vous êtes une excellente avocate. Maintenant, cela étant dit, c'est vrai qu'ils ont traversé, et les familles ont traversé évidemment des situations particulièrement difficiles. Comme tous les Français. Ouais. C'est juste, voilà, hein, comme tous les Français. Enfin, certains peut-être plus que d'autres, madame, ont traversé des situations bien difficiles. Bien sûr, non mais ce que je veux dire, c'est que ne stigmatisons pas non, pas les EHPAD et le fonctionnement des EHPAD. On a tous été collectivement mis en difficulté par cette épidémie et c'est vrai que ça a été particulièrement difficile sans doute dans ces lieux collectifs d'y répondre de manière adaptée, mais c'était quand même une situation qui concernait tout le monde. Je vais vous demander à l'un ou l'autre de nous dire ce que vous espérez qu'il y aura sur la plateforme, sur les plateformes électorales. Je ne vous demanderai pas qui vous soutenez, rassurez-vous. D'abord, c'est un peu trop tôt. Pour autant, je voulais terminer par le handicap, notamment. Et peut-être les centres de soins. On voit quand même éclore beaucoup de centres de soins, des offres nouvelles. Le handicap, quelle est la situation? Les établissements de handicap et d'une manière générale, les mesures qui sont prises? Les établissements pour enfants et adultes en situation de handicap se retrouvent finalement dans la même dynamique qui correspond à que veulent aujourd'hui les enfants, les parents, et les adultes en situation de handicap, c'est de vivre dans la société, avec tout le monde. Bien. Et donc, ce qui est demandé, c'est là aussi, j'allais dire, une transformation de l'offre pour que l'offre permette de plus en plus une réponse qui est une réponse à domicile. Et lorsqu'il y a nécessité d'un hébergement collectif, d'avoir une individualisation de la réponse qui permet effectivement de s'adapter aux attentes et aux besoins des personnes. Donc ça nécessite une transformation de nos établissements, ce qui n'est pas si simple que ça. Il faut pour ça aussi accompagner nos professionnels. Ça veut dire sans doute également une modification des logiques de tarification. On parle beaucoup de Séraphin PH, donc on n'a pas encore vu complètement arriver, mais enfin il y a des expérimentations qui vont se lancer. Et puis ces établissements-là, comme les autres, ils ont des problèmes d'attractivité, donc ils ont également des problèmes de recrutement de professionnels. Alors peut-être avec des offres d'établissements en ville que l'on voit fleurir, notamment dans votre secteur, des grands groupes de cliniques qui s'intéressent à la médecine de ville. C'est ça une évolution du secteur? Oui, on ne s'intéresse pas vraiment à la médecine de ville qui est autonome, indépendante, on le voit bien. On le sent bien. L'offre ambulatoire, je voulais dire. L'offre ambulatoire, oui. L'offre ambulatoire, pour nous, est un vecteur de développement. Votre question sur qu'attendons-nous de l'élection présidentielle, je pense que l'équité entre les secteurs, parce que c'est vrai que l'hôpital public a pris 85 à 90% des patients Covid. On aurait pu faire plus si on nous en avait donné la possibilité en début de pandémie. On était prêts. Si on avait donné la possibilité, on aurait pu faire plus, mais on a montré que sans nous, notamment dans les grands territoires comme l'Île-de-France, la gestion de la crise n'aura pas été possible. On a pris 25 à 30% des patients en réanimation en Île-de-France. Donc ce que l'on attend, nous, c'est l'équité et que on soit enfin mis à notre vraie valeur qui sont des missions de service public, accessibilité, continuité des soins et adaptabilité. C'est pour ça que la FHP devient un des hôpitaux et cliniques à mission. À mission, voilà, c'est important de le dire. Il faut que l'on évolue et c'est le cas aujourd'hui. Mais est-ce que la santé sera à l'ordre du jour, à votre avis, de cette campagne électorale? Quand on aura passé tous ces problèmes d'immigration qui sont totalement délétères et qui ne font que nous opposer les uns aux autres, on reviendra aux vrais sujets fondamentaux qui est le bien-être, la santé et la prise en compte du soin de l'autre. Alors, même question, Marie-Sophie Dessol. Alors, pour moi, il faut qu'on réussisse à passer dans les années à venir à cette logique de santé communautaire, c'est-à-dire de responsabilité populationnelle sur un territoire donné. De quoi ont besoin les gens, quels sont leurs besoins de santé et comment on y répond. Et je le redis, en sortant de nos problématiques de statut des uns et des autres, mais en correspondant à la logique de mission de service public.
Voilà. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est de quoi ont besoin les gens. Et les gens, ils ont besoin d'une réponse en termes de prévention, en termes de soins et d'accompagnement sur un territoire donné. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la simplification à tous les étages. Je veux dire, donc, on a besoin qu'on soit dans une stratégie de confiance vis-à-vis des acteurs et qu'on laisse les acteurs s'organiser et que la posture des pouvoirs publics soit une posture d'accompagnement pour faire que les acteurs puissent travailler ensemble et non pas un système, j'allais dire, d'autorisation, de circulaires descendantes et d'injonctions permanentes et quelquefois paradoxales qui mettent tous les acteurs en difficulté. Donc, simplification. C'est la présidente qui parle ou l'ancienne directrice générale d'Agence régionale de santé? C'est la présidente. Lamine Garbi, à votre avis? C'est la présidente de la FEAP qui a une expérience de directrice d'hôpital public, de présidente d'association et de directrice générale d'ARS. Dans tous les postes que Marie-Sophie a occupés, ça a toujours été un grand bonheur de discuter avec elle. Donc c'est vrai, je me rappelle du temps où elle était à ARS, où c'est vrai, on n'avait pas les mêmes rapports. C'était madame la directrice. C'est vrai que maintenant, nous sommes égaux, nous sommes présidents tous les deux. Voilà, eh bien écoutez, je crois que tout ça méritera que nous nous retrouvions pour réexaminer cette situation. Nous sommes donc heureux de vous avoir reçu avec Lamine Garbi et nous continuons la suite de nos entretiens. Merci à vous, Anne-Sophie Dessol, Marie-Sophie Dessol.